Alors, bonjour à tous. Je crois qu'il est temps de commencer. Donc, aujourd'hui, on va continuer notre chapitre sur les propriétés des solides aux basses températures. Et on va, donc, après avoir vu le troisième principe de la thermodynamique, qui est en relation avec les solides à la température absolue du 0 Kelvin. Est-ce que vous m'entendez en premier? Juste pour vérifier que vous êtes bien là. Vous m'entendez? Oui, monsieur, oui. Oui. Bien. Alors, on a vu en premier, donc après l'introduction, bien sûr, après un petit rappel de tout ce que vous connaissiez. Bien sûr, au fur et à mesure que le cours va continuer, il y aura des choses que vous avez déjà vues, il y aura des choses qui seront un petit peu nouvelles. Mais on avait vu le troisième principe de la thermodynamique, où on avait dit qu'il est en relation avec les systèmes au 0 Kelvin. Et on a dit que à cette température, donc, l'entropie sera égale à 0, donc elle sera nulle. Elle devrait être constante, mais d'après Planck, elle sera nulle, ce qui veut dire qu'on sera dans un seul état, donc thermodynamique, qui n'est autre que l'état ordonné. On avait vu donc quelques conséquences de ce troisième principe de la thermodynamique sur le coefficient de dilatation. On avait dit que le coefficient de dilatation donc, est nul. Sur les capacités calorifiques Cp, Cv, on avait dit qu'elles seraient nulles. Et maintenant, donc, on va passer donc, à quelques grandeurs thermodynamiques qui sont caractéristiques des solides. D'accord? Donc, on revient sur les chaleurs spécifiques ou bien les capacités calorifiques qui peuvent être soit à volume constant ou bien à pression constante. Et donc, on va essayer de voir comment elle varie avec la température. On sait que la capacité calorifique, donc à volume constant, est la dérivée donc, de l'énergie interne par rapport à la température, et Cp est la dérivée dans l'enthalpie par rapport à la température. Donc, des deux expressions donc, précédentes, on peut démontrer que Cp est égal à Cv plus le volume fois la température sur la compressibilité K fois donc, le coefficient de dilatation au carré. Bien sûr, puisqu'on parle de solide, donc on peut prendre alpha donc, à pression constante, bien sûr. On constate alors que donc, les chaleurs spécifiques d'un solide dépendent fortement de la température dans laquelle il se trouve, et aussi, donc, elles vont varier selon la nature du solide qu'on a, que ce soit un métal, un cristal ou bien un verre, céramique, etc. D'accord? On peut le voir clairement sur donc, la représentation suivante, où on a donc, la capacité calorifique ou bien la chaleur spécifique, dans ce cas, à pression constante en fonction de la température. Dans ce cas, la température divisée par la température, ici, dite d'Einstein, c'est une température donc, introduite, donc le célèbre physicien Albert Einstein. C'est une température qu'il a introduite pour un petit peu donc, mettre en place son modèle, donc le modèle dit d'Einstein dans ce cas, pour donc la thermodynamique dans ce cas des solides, où donc il prend dans ce cas, juste pour vous donner donc une idée, ce n'est pas vraiment l'objectif du cours, mais pour vous donner une petite idée, c'est que donc dans son modèle pour l'interprétation thermodynamique, dans ce cas des capacités calorifiques, il introduit le fait qu'on a des vibrations au niveau atomique. Donc vous vous rappelez bien la semaine dernière où on avait parlé de la thermodynamique statistique ou bien la physique statistique qui est en relation avec les matériaux à échelle microscopique. Et là, donc, le célèbre physicien Albert Einstein a introduit
Donc, le fait qu'on a des atomes qui vont vibrer sur leur position. Et dans ce cas, puisque donc ils vont vibrer, ils vont avoir une fréquence bien déterminée. Et cette fréquence, il la considère constante. Et il les considère comme donc, des oscillateurs qui sont harmoniques dans ce cas. Et pour son modèle, il introduit une température qu'il appelle donc température d'Einstein, qui sera une température bien spécifique pour chaque matériau, on va dire, ou bien pour chaque substance ou pour chaque système dans ce cas. D'accord? Donc cette température ne va pas varier. Ça veut dire qu'on est en train de tracer la chaleur spécifique dans ce cas en fonction de la température réellement. D'accord? Et on voit bien que donc, cette chaleur spécifique va varier en fonction de la température, bien sûr, allant de 0, comme on l'avait déjà donc, démontré avant, car c'est une conséquence directe du troisième principe de la thermodynamique. Et en fonction de la température, cette chaleur spécifique donc, va augmenter, bien sûr. D'accord? Donc, les chaleurs spécifiques vont dépendre fortement de la température et elles dépendent bien sûr de la nature des différents, par exemple ici, métaux dans ce cas. Et vous voyez que pour chaque métal, donc si on trace Cp en fonction de la température, à chaque température, chaque métal aura une capacité calorifique qui sera différente. D'accord? Ici, juste pour vous rappeler, s'il vous plaît, parce que des fois, donc, il y a toujours la confusion entre ce qui est densité et ce qui est valeur donc réelle. Ici, la densité, je le dis toujours, une valeur qui soit densité ou bien une valeur qui est réelle, c'est la même chose. D'accord? Donc ici, c'est normalement la chaleur spécifique, c'est en joules par Kelvin, mais si c'est par mol, ça veut dire que c'est par rapport à donc, le nombre de moles, d'accord? Moi, je dis toujours, comme exemple, je prends par exemple, donc on n'est pas dans une classe aujourd'hui, donc on est d'une manière virtuelle, en vidéoconférence, mais dans une classe par exemple, si j'ai 5 mètres carrés et j'y mets 5 chaises, ça veut dire que j'ai une chaise par mètre carré, d'accord? Donc ça revient au même. Si vous connaissez le nombre de moles, vous allez retrouver donc CP, donc exactement sa valeur exacte, ou bien sa densité de valeur qui sera divisée par donc, le nombre de moles. D'accord? Donc faites attention ici parce que toujours on me fait la remarque, que ce soit par rapport au nombre de moles ou bien des fois par rapport à la masse ou bien par rapport je sais pas, la surface. Donc on me fait toujours la remarque, est-ce que non monsieur, c'est l'unité c'est joule par Kelvin par exemple. Donc, ici, donc ça sera une densité de capacité calorifique ou bien de chaleur spécifique. Ça revient au même. Si vous connaissez le nombre de moles, donc, soit vous allez diviser par le nombre de moles et vous avez cette valeur, soit vous allez donner la valeur donc, qui est réelle de Cp, ça veut dire que cette valeur sera fois le nombre de moles. Ça revient directement au même. D'accord? Donc revenons à nos moutons. On vient de dire que la chaleur spécifique dans ce cas va dépendre de la nature, bien sûr, de chaque système. Dans ce cas, puisque c'est un solide, ça peut être un métal, un cristal, une céramique, un verre, etc., etc. Et bien sûr, on l'a dit, il va dépendre aussi de la température. Donc, pour chaque température, chaque système, chaque métal aura une valeur bien déterminée de la capacité calorifique. D'accord? Donc, en revenant à notre relation précédente, on avait Cp est égal à Cv. En soustrayant d'ici donc Cp moins Cv, on peut écrire ça sous forme de A fois la température. Donc Cp moins Cv est égal à A fois la température. Et cette relation est dite la relation de Nernst-Lindemann. D'accord? Où A, on vient de le dire, ce sera dans ce cas le coefficient de dilatation au carré fois donc, le volume divisé par la
compressibilité dans ce cas. Et ce terme A, il a la particularité d'être relativement indépendant de la température. Donc, pas complètement, mais plus ou moins, on va dire, indépendant donc, de la température pour un solide donné. D'accord? Et qu'est-ce qu'il nous permet? Qu'est-ce que cette relation nous permet-elle? Elle nous permet, donc, connaissant donc, le A, elle permet de calculer CV ayant mesuré donc, CP, puisque CP est plus facile donc, à retrouver que CV. D'accord? Ayant la valeur mesurée expérimentalement dans ce cas, on va essayer de faire quelque chose qui va vous permettre de vous rappeler de ce que je dis. D'accord? En mesurant ça, comme ça, on va dire expérimentalement, quand je dis expérimentalement, ça veut dire qu'il y a un appareil qui vous permet de faire cette mesure, l'analyse par DSC. Et DSC, c'est en anglais, donc differential, dans ce cas, scanning calorimétrie. Donc, ce sera analyse par calorimétrie, par balayage. Calorimétrique différentielle. Donc, c'est un appareil que vous allez donc étudier en détail cette technique avec c'est le Mansouri, ce professeur Mansouri. Avec lui, vous allez étudier en détail donc, tout ce qui est donc, analyse thermique différentielle, analyse thermique gravimétrique et je crois aussi que vous allez aussi donc, étudier donc, le balayage calorimétrique différentiel dans ce cas, ce qu'on appelle en général, donc, d'une manière vulgaire, DSC. Et je crois que ce soit à l'un de nos laboratoires à la faculté des sciences et techniques ou bien au CAC, donc le centre d'analyse de l'université, vous avez donc des appareils de ce type, que ce soit ATD, qu'on va voir par la suite, et le DSC, que vous allez donc soit utiliser sous forme d'un TP, ou bien vous allez avoir une visite pour voir seulement donc, le matériel. On va voir selon bien sûr les circonstances de la pandémie, comme vous le savez bien. D'accord? Alors, vous pouvez effectuer une mesure à travers donc, cet appareil. Cet appareil, en général, il vous donne un spectre avec une allure, avec quelques pics. Et ce que vous pouvez faire, c'est que la capacité calorifique, dans ce cas où il y a la chaleur spécifique, elle est, donc en général, c'est l'intégrale de la surface de ce pic. D'accord? Donc, ce sera l'énergie en fonction de la température en général. D'accord? À la différence de l'analyse thermique différentielle, où on a une différence de température en fonction de la température. La différence de température, bien sûr, ce sera entre un échantillon donné et une référence. Dans ce cas, ce que l'appareil vous donne sera l'énergie directement en fonction de la variation de la température, ce qui vous permet de retrouver CP. Et maintenant, vous savez que tout est informatisé, donc vous pouvez retrouver directement votre CP en utilisant votre appareil parce qu'il va effectuer une intégrale de la surface du pic et ça va vous donner directement la valeur de la chaleur spécifique ici. Donc, ayant cette valeur, d'accord, ayant cette valeur d'une manière expérimentale, et on a dit que A est relativement donc, indépendant de la température, on peut retrouver CV pour
n'importe quelle température, bien sûr. Donc, en fixant la température, vous allez trouver pour chaque température donc la chaleur spécifique que vous avez. D'accord? On nous donne ici l'exemple du cuivre. Donc, pour le cuivre, on a A dans ce cas, pour une température donnée, pour 50 Kelvin, c'est 3,85 fois 10 à la puissance moins 6 mol par joule. Pour une température de 1200 Kelvin, c'est 3,71 fois 10 à la puissance moins 6. Ce que vous allez faire, c'est faire la mesure et retrouver la capacité donc, calorifique à travers cette technique. Et vous pouvez faire le calcul de votre CV dans ce cas. D'accord? Donc, vous voyez que petit à petit, on peut donc, en essayant de réarranger les différentes relations qu'on a, d'utiliser que ce soit donc la partie expérimentale et la partie théorique pour retrouver différentes valeurs qui sont, on avait déjà dit, difficiles à retrouver ou bien à expliquer d'une manière donc, classique. D'accord? Donc, en récapitulant, les variations des chaleurs spécifiques en fonction de la température, on a donc à basse température, Cp est égal à Cv. Et à haute température, ce qui va se passer, c'est que Cv et Cp deviennent de plus en plus grands. D'accord? À basse température, plus on va dans la direction des basses températures, Cp sera égal à Cv. Plus donc on augmente la température, Cv et Cp vont diverger, auront deux valeurs qui seront de plus en plus différentes. D'accord? Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Donc, de temps en temps, je vais revenir pour vous demander si ça va, au minimum pour savoir que vous êtes toujours là, que je vous entends. Alors, je donne donc la parole à Youb, je crois que c'est le délégué. Est-ce qu'il est présent aujourd'hui ou pas? Donc, une des personnes, quand je vous demande si ça marche, ça va, s'il vous plaît, qu'il me réponde pour que je sache que vous êtes de l'autre côté. Ça va m'aider pour que je sache que je ne vous ai pas perdu. Allez, la première, Abou Saleh, Aïcha. Qu'elle me réponde Oui, quand vous oui, m'entendez. monsieur est clair. Très bien. Maintenant, une autre grandeur, le coefficient de dilatation et le coefficient de compressibilité. Coefficient de dilatation, on l'avait déjà vu. Donc, on a dit que le coefficient de dilatation thermique, c'est l'expansion à une pression constante du volume d'un corps occasionné par son réchauffement. Donc, en fournissant de l'énergie, en augmentant la température, ce qui va se passer, c'est que donc, notre corps, notre solide, il va s'expandre, bien sûr à pression constante. Ça veut dire que s'il s'expand, ça veut dire que son volume va changer, d'accord? Et il est donné par la relation donc alpha P est égal à 1 sur V, d2V sur dt. C'est 1 sur V, la variation du volume par rapport à la variation de la température. Donc vous voyez que c'est exactement la définition. D'accord? Alors, les gens qu'en général, quand je demande la définition du coefficient de dilatation thermique, ils me répondent c'est alpha P est égal à 1 sur V, d2V sur dt. Quand je demande une définition, ça veut dire que je demande une phrase. Si vous vous rappelez seulement de votre relation, donc ce sera la variation du volume causée par l'augmentation, bien le réchauffement de ce corps à une pression qui est constante. D'accord? Donc, vous avez tous les ingrédients pour écrire une petite phrase. Il faut essayer d'écrire des phrases sur les définitions au lieu de vous rappeler seulement des relations. D'accord? Et dans ce cas, donc, le coefficient de dilatation linéaire est donné par la relation de alpha L est égal à 1 sur L d de L sur dt à pression constante. Donc, comme on a une variation en 3 dimensions, un coefficient de dilatation en 3 dimensions, je vais le mettre comme ça. S'il me laisse bien. Donc ça, c'est en 3 dimensions.
on peut avoir un cas particulier. Je vais mettre un cylindre comme ça. Un cas particulier. Qui aura un coefficient de dilatation. Coefficient de dilatation, on a dit un changement au niveau du volume ou bien un changement au niveau de la longueur dans ce cas. Longueur, ça et je vais mettre X, un axe des X. Et vous avez donc votre coefficient de dilatation, dans ce cas, qui est linéaire, qui sera égal à 1 sur L, similaire à 1 sur V, D de L sur dt. Ça veut dire que ça sera la variation D de L ici. Est-ce que je peux mettre deux flèches? Oui. Et on va mettre delta L pour prouver qu'il y aura une variation delta L causée par quoi? Causée bien sûr par la variation de température. Je vais mettre quelque chose donc comme flamme. Donc, je vais mettre une flamme en dessous pour vous dire qu'il y aura donc variation de la température. On va mettre delta T. Donc c'est 1 sur L, T de L sur dt. D'accord? Ça sera l'expansion dans ce cas dans un sens qui est linéaire. Causé par quoi? Causé par l'échauffement, la variation de la température sur donc un corps dans ce cas. D'accord? Bien sûr, L, c'est la longueur donc d'un solide dans une direction qui est donnée, c'est la direction X. D'accord? Donc, pour un solide qui est donc, isotropique, en général, alpha, celui-là, du volume en 3D sera égal à 3 fois alpha linéaire. Le coefficient de dilatation de ce solide isotropique est égal à 3 fois le coefficient de dilatation linéaire. Ça veut dire que ça sera dans les 3 dimensions. D'accord? Et bien sûr, donc alpha, L est une fonction bien sûr croissante de la température. Un solide isotropique, c'est quoi? Qu'est-ce qu'un solide isotropique? Qu'est-ce qu'un solide isotropique, s'il vous plaît? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un solide isotropique? Est-ce que vous êtes là? Je suis en train de faire le cours tout seul, donc je vais continuer à faire Oui, le monsieur. cours.
Un solide isotropique. Ses propriétés sont identiques. Ses propriétés sont identiques. Comment? Est-ce que tu peux continuer la phrase? C'est correct? Est-ce que tu peux continuer la phrase? Qui a parlé? C'est Fatima Rougi. Fatima Rougi, oui. C'est correct? Tu continues? Qu'est-ce qui te manque? Sont identiques ou ça? J'ai pas une idée, monsieur. Dans les trois dimensions Dimension. de l'espace, d'accord? Donc, elles sont identiques dans les trois dimensions. Pas seulement dans une seule dimension, mais dans les trois dimensions de l'espace, d'accord? Des propriétés physiques identiques selon, je vais mettre selon les trois dimensions. C'est-à-dire qu'elle ne varie pas en se déplaçant dans les trois dimensions, d'accord? Il va maintenir les mêmes propriétés physiques dans les trois dimensions de l'espace, d'accord? Alors, puisqu'il est isotropique, puisqu'il maintient les mêmes propriétés, donc si on a son coefficient de dilatation selon donc, une direction donnée x, cela veut dire que son coefficient de dilatation, donc dans les trois dimensions, sera égal à 3 fois ce coefficient de dilatation qui est linéaire. D'accord? Et on vient de dire que ce coefficient, il est une fonction croissante de la température. D'accord? On va voir ça d'une manière réelle un petit peu à travers donc, des exemples dans ce cas. On peut prendre différents exemples et on a donc pour chaque donc on va dire système dans ce cas. Dans le premier cas, c'est un alliage. Donc son alpha L est égal à 4 fois 10 à la puissance moins 6, Kelvin moins 1. Pour l'aluminium métal, c'est 2,5 fois 10 à la puissance moins 5. Platine 0,9 fois 10 à la puissance moins 5 par Kelvin moins 1, pardon. Le cuivre, 1,66 fois 10 à la puissance moins 5. L'invar, dans ce cas, c'est un mélange, donc c'est un alliage qui est un mélange de fer et nickel, donc à deux proportions qui sont différentes. Je crois que c'est 68% de fer et 64% de fer et 36% de nickel. Donc il a un coefficient de dilatation linéaire de 0,9 fois 10 à la puissance moins 6. Le diamant, bien sûr, donc c'est du carbone 0,6 fois 10 à la puissance moins 6 et la silice 0,5 fois 10 à la puissance moins 6 Kelvin moins 1. Ici, donc, puisqu'on a les différents coefficients linéaires, ceux qui sont donc, on vient de le dire, isotropiques, directement, donc fois 3, ça nous donne la valeur du coefficient de dilatation thermique, comme par exemple pour l'aluminium, le platine, le cuivre, etc. D'accord?
Donc, il suffit de retrouver le coefficient de dilatation linéaire pour retrouver le coefficient de dilatation en général pour les solides qui sont isotropiques. On vient de voir le coefficient de dilatation thermique. On a aussi un autre coefficient qui est donc le coefficient de compressibilité dans ce cas. Et la compressibilité, c'est la réponse du volume d'un système à une variation de pression. D'accord? Donc, si on applique une pression à un système, ce qu'on doit voir, on devrait voir donc la réponse au niveau du volume. Comment on va varier le volume en fonction de cette variation de pression. D'accord? On peut définir deux compressibilités isothermiques, deux compressibilités, une qui est isothermique, Kt, et une autre qui est donc Ks, qui est adiabatique. D'accord? Donc isothermique à température constante, Kt est égal à moins 1 sur V, d2V sur dP. Vous voyez que c'est la variation de la pression, la variation du volume, sous l'effet d'une variation de la pression. Et ici, bien sûr, à température constante. Et donc Ks, qui est la compressibilité adiabatique, moins 1 sur V, la variation, encore une fois, du volume par l'application d'une pression, par la variation de la pression. Donc pour S qui est constant, ça veut dire qu'on a dans ce cas un système qui est adiabatique où on n'a pas donc d'effet de la chaleur. D'accord? Quelle est la particularité donc, dans ce cas pour les solides? La particularité pour les solides, c'est que l'effet de la pression en général n'est pas significatif pour les solides. D'accord? Donc, imaginez que vous appliquez donc une pression à un solide, donc on ne peut pas apercevoir réellement qu'il y aura donc un changement au niveau volumique, sauf si on détruit, donc on peut arriver jusqu'à détruire notre solide, donc lui changer complètement donc, la forme qu'il a à travers cette application de pression. D'accord? Donc, pour les liquides et les gaz, la compressibilité a une signification qui est importante. D'accord? Si vous prenez donc un liquide et vous le mettez par exemple dans une seringue, et bien sûr vous fermez donc de votre doigt votre seringue, vous pouvez appliquer une pression, échanger bien sûr donc le volume et vous pouvez le percevoir. D'accord? Par contre, pour un solide, si vous appliquez cette pression, ce que vous allez faire, ce n'est pas changer le volume, mais peut-être détruire votre solide. D'accord? Donc ici, on voit que pour les solides, elle n'est pas significative. Donc, mais bon, on va le tenir en considération. Je ne sais pas si je peux vous mettre un exemple ou bien je vais le mettre par la suite sur le cours que je vais vous passer. D'accord? Donc, pour un gaz dans une seringue, vous appliquez une pression, vous voyez que physiquement, macroscopiquement, vous voyez que vous avez un changement de volume. D'accord? Il y a quelqu'un qui a le micro ouvert. Parce que je suis en train d'entendre un bruit de fond et ça me gêne. D'accord? Alors, je reprends. Un exemple concret, on vient de le dire, une seringue, si vous y mettiez un liquide ou bien un gaz, vous pouvez appliquer une pression et vous voyez que vous avez un changement de volume. Ça veut dire que vous avez un coefficient de compressibilité qui est significatif. Pour un solide, si vous appliquez une pression, si vous le mettez dans votre seringue et vous mettez de la pression, vous allez littéralement détruire votre solide sans réellement apercevoir un changement donc, au niveau de son volume. D'accord? Et c'est pour ça que j'aimais cette remarque. Ces grandeurs sont évidemment très faibles dans le cas des solides si on les compare à celles des liquides et des gaz. D'accord? Et la relation générale
Donc, compressibilité à température constante divisée par la compressibilité donc adiabatique est égale à la chaleur spécifique à pression constante divisée par la chaleur spécifique à volume constant. Et c'est une règle générale pour les liquides gaz et elle est valable aussi dans le cas des solides. D'accord? Il y a aussi donc un petit peu l'inverse de la compressibilité, c'est le module d'élasticité de volume et il est comme donc l'inverse de la compressibilité. D'accord? Vous avez compressibilité, vous avez son inverse, c'est l'élasticité. D'accord? Maintenant, prenons donc la relation de Gunnarsson. L'objectif toujours, donc, c'est, je reviens toujours sur ça, l'objectif, c'est de retrouver ces fameuses grandeurs CV et CP. D'accord? Donc, Gunnarsson a simplifié la relation thermodynamique générale entre la chaleur spécifique à pression constante, la chaleur spécifique à volume constant, la dilatation thermique, coefficient de dilatation thermique et la compressibilité à température constante, en supposant que la fréquence des vibrations des atomes dans un solide était une fonction simple du volume V, que l'on peut écrire pour la température de Debye, donc θ est égal à constante fois le volume moins gamma. D'accord? Donc je reprends pour que ça soit clair. On vient de parler premièrement d'un modèle, si vous vous rappelez le modèle d'Einstein. D'accord? Donc selon lequel on a dit que les atomes sont considérés comme des oscillateurs harmoniques. Ayant une fréquence quantique ayant des fréquences, j'ai mis des fréquences quantiques similaires. D'accord? Donc, les deux modèles d'Einstein et le modèle de Debye, on peut dire qu'ils sont complémentaires, d'accord? Parce que l'un peut expliquer ce que l'autre n'explique pas, d'accord? Le modèle de Debye, donc ce sera la même chose. Oscillateur ici avec des L. Ça sera la même chose, mais dans ce cas, donc les fréquences ne seront pas similaires, d'accord? Donc les atomes vibrent. S'ils vibrent, ça sera, on les appelle phonons. Je vais mettre ici aussi phonon. À distinguer des photons, d'accord? Faites attention, ce sont des phonons sur leur position. À des fréquences, dans ce cas, différentes, d'accord? Donc pour Einstein, il spécifie que ce sont des oscillateurs qui sont harmoniques à des fréquences qui sont similaires, d'accord? Mais dans ce cas, pour le modèle de Debye, les atomes, donc ils sont dans leur position, ils vont vibrer à une certaine fréquence, mais chaque atome va vibrer à une fréquence qui est différente de l'autre. Celui-là, il a défini
donc pour son modèle mathématique, on va dire, il a défini donc une température dite d'Einstein. Θ E. Et le deuxième, donc je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas vraiment ma spécialité, mais grosso modo, que vous ayez une idée, ceux qui veulent rentrer dans les détails, ils peuvent toujours donc faire leur petite recherche. Il définit une température dite de Debye, d'accord? Donc pour chaque système, pour chaque métal par exemple, pour chaque oxyde, il y aura une température donc, de Debye, bien sûr selon les conditions thermodynamiques dans lesquelles on se trouve, d'accord? Il ne faut pas prendre les choses d'une manière absolue, d'accord? Donc il définit une température de Debye pour les différents systèmes, d'accord? Alors, donc, principalement, ce que vous devriez retenir de cette partie, c'est que donc, pour les systèmes thermodynamiques, avec la variation de la température, ce qu'on a, on a déplacement des électrons, mais en même temps, vibration des atomes dans leur position. D'accord? Cette vibration, elle peut être soit des fréquences différentes, soit des fréquences bien déterminées, similaires dans ce cas. D'accord? Alors, d'après lui, on a dit qu'il a spécifié donc, pour chaque système une température de Debye. Cette température de Debye sera égale à une constante fois le volume, dans ce cas, du solide, à la puissance moins gamma. D'accord? Ce gamma, c'est une constante indépendante de la température et caractéristique de chaque solide. D'accord? Elle est dite la constante de Grünes. D'accord? Et en continuant le calcul, on peut trouver que gamma est égal à, ça c'est le coefficient de dilatation à pression constante fois le volume divisé par la compressibilité isotherme fois la chaleur spécifique à volume constant. D'accord? Donc c'est une constante. Et ceux-là, ce sont différentes grandeurs, dans ce cas, qui vont caractériser bien sûr chaque système, ou bien dans ce cas, chaque solide. D'accord? Ça veut dire que en connaissant gamma, en connaissant que ce soit par mesure, par exemple, le volume peut être mesuré, d'accord? Compressibilité aussi, on vient de le voir, donc à travers la compressibilité linéaire, on peut retrouver la compressibilité en général de notre, pardon, le coefficient de dilatation. Le coefficient de dilatation linéaire, on peut retrouver le coefficient de dilatation de tout le volume, de tout le solide, d'accord? Même chose pour la compressibilité. On peut retrouver donc CV à travers ces grandeurs, d'accord? Remarque ici, cette constante, elle permet de calculer l'une des grandeurs thermodynamiques fondamentales en connaissant les autres, d'accord? Si vous avez l'opportunité de faire une mesure et de retrouver les autres grandeurs thermodynamiques qui sont plus faciles par mesure expérimentale, vous pouvez retrouver donc l'autre qui est la plus difficile en général, c'est CV. À travers quoi? À travers donc cette formule, d'accord? Donc ce qu'on a à retenir d'ici, je vais insister sur ça parce que j'en aurai besoin par la suite. Donc vous devriez savoir que donc l'effet de la température sur un système, et ça vous le savez déjà, c'est que il va affecter pardon, la position des atomes. Et cela par quoi? Donc par la vibration. On peut déjà donc donner un exemple ici avant de continuer.
Déjà, vous savez que, donc, par exemple, les états de la matière que vous connaissez, quels sont les états de la matière que vous connaissez? Les classiques. Je crois que je suis en train d'effectuer le cours tout seul. Donc, vous avez solide, liquide ou vapeur. Bien gaz, comme vous voulez, vapeur ou gaz. Gaz plus général. D'accord? Un solide, il sera comment? Donc, un solide, en général, on l'a dit la dernière fois, va être bien ordonné. Donc, si on prend l'ordre d'un état de la matière par rapport à l'autre, celui du solide sera plus ordonné que celui des liquides. D'accord? Je vais mettre encore plus. Donc ça peut être notre solide. Le liquide, Les molécules faiblement liées. on va perdre. Donc, la forte liaison qui existe ici. Et vous voyez que il y aura plus de désordre dans ce cas, puisque les atomes ils seront plus éloignés les uns des autres. D'accord? Au niveau du désordre, celui-là est ordonné. Donc, au niveau d'entropie, celui-là est qui a l'entropie la plus faible, celui-là plus élevé que donc, le solide. Et pour le gaz, il y aura plus de désordre et les molécules vont s'éloigner, voire donc, perdre même leur aspect donc, ici de liaison. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Les liaisons seront pratiquement annulées. Quasi indépendants. Plus de désordre à ce niveau. Donc, si on parle d'ordre, si je vais mettre donc de manière mathématique, ordre, l'ordre va être supérieur pour le solide
supérieur pour le liquide. Et le gaz, donc il sera celui le plus désordonné. D'accord? Donc selon cette théorie, puisqu'on a, donc, vous venez de dire qu'il y a une perte au niveau des liaisons, d'accord? Les liaisons deviennent de plus en plus faibles. Selon ces deux théories, c'est que c'est grâce à la vibration ici, la vibration des atomes, bien sûr, et des électrons, d'accord? Je suis en train de me focaliser sur les atomes, mais les électrons aussi, d'accord? Les électrons, ils sont plus libres. Mais pour l'instant, je me concentre sur les atomes, parce que c'est la partie qui n'est pas vraiment connue, tout spécialement chez vous. D'accord? C'est grâce à la vibration de ces atomes dans leur position qu'à un certain moment, à une certaine température, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont se déplacer de leur position. Oui, pourquoi je suis en train de prendre seulement là comme ça? Se déplacer de leur position pour former donc un liquide dans ce cas. D'accord? Donc ça veut dire que l'amplitude de cette vibration, à un certain moment, elle devient si grande que l'atome, il va se déplacer de sa position sous sa forme, donc pour le solide, sous sa forme, sous son état solide, pour se déplacer et donner donc naissance à un liquide où donc la position des atomes sera encore plus loin et ainsi de suite. Bien sûr, si on passe dans ce sens, c'est ce qu'on appelle en général augmentation de l'agitation thermique, d'accord? Une flèche comme ça pour dire que c'est augmentation de l'agitation thermique avec, bien sûr, l'augmentation de la température. Plus on augmente la température, plus donc les vibrations augmentent, plus donc il y aura d'agitation thermique, donc plus visuelle dans le cas des liquides et des gaz. D'accord? Maintenant, un cas particulier, donc au lieu de parler de la capacité calorifique seulement des solides, pour les métaux en particulier, le calcul de la capacité calorifique des métaux doit tenir compte de la contribution des électrons, donc vous le voyez, donc tout spécialement dans le cas des métaux. Donc, vous savez que la conductivité électrique dans le cas des métaux, elle est due à quoi? Elle est due aux électrons, parce que les électrons normalement sur un métal c'est une structure, on va dire, cristalline, où vous avez seulement donc des cations et qui baignent dans un nuage électronique. D'accord? Vous avez des électrons qui sont délocalisés de leur position. Ils ne sont pas localisés sur tous les atomes, mais ils sont délocalisés, ils peuvent passer d'un cation à un autre d'une manière qui est relativement libre. Donc cette particularité de la liaison métallique, elle permet d'avoir une bonne conductivité électrique. Et de même, puisqu'il y a une certaine liberté des électrons, elle permet aussi d'avoir une bonne conductivité qui est thermique. D'accord? Donc, dans le cas de la capacité calorifique, dans ce cas Cp ou bien Cv des métaux, il faut tenir compte non seulement de la contribution des atomes, des phonons, mais aussi de la contribution des électrons. D'accord?
Donc, CV est la somme des contributions du réseau et des électrons. Qui veut dire réseau, je peux l'ajouter ici. Ça veut dire que CV, dans ce cas, sera égal à CV des électrons plus CV des phonons. Et on vient de dire que qui dit phonon dit atome. D'accord? Dit réseau. D'accord? Ici, en appliquant donc la thermodynamique statistique, à la capacité calorifique d'un gaz d'électrons. Donc, un gaz d'électrons, ça veut dire N électrons, une densité électronique N, qui sont libres, parce qu'on est dans le cas d'un métal. Dans ce cas, donc, si la densité d'énergie obéit à la statistique quantique de Fermi-Dirac, donc ici la théorie donc, de la statistique quantique de Fermi-Dirac nous permet d'avoir que CV est égal à N fois K fois pi au carré sur 2. Ici, c'est 4T, je m'excuse. Donc, ici, c'est 4T. C'est la compressibilité à température, constante. Et ici, bien sûr, l'énergie donc du niveau de Fermi. D'accord? Divisé par l'énergie du niveau de Fermi. Donc, de ça, c'est juste pour un petit peu donc, dire d'où vient un petit peu donc, réellement la relation qu'on va voir par la suite. Donc, elle vient de la statistique quantique de Fermi-Dirac. Si l'on tient compte de la contribution des phonons, on trouve alors pour les métaux, pardon, pour les métaux, la loi de comportement CV à très basse température qui est de CV est égal à K, donc une constante, fois T divisé par la température de départ. Tout ça à la puissance 3. Et cette loi est réellement donc vérifiée expérimentalement. D'accord? Donc, aux basses températures qui nous intéressent, CV est égal à K fois la température divisée par la température de débit à la puissance 3. D'accord? Donc, c'est une relation qui est suivie par tous les métaux pour retrouver la capacité calorifique à volume constant. D'accord? La conductivité thermique, une autre des grandeurs qui intéresse donc les solides, c'est la conductivité thermique. Le coefficient de conductivité thermique d'un solide lambda, ça sera quoi? Ça sera le rapport du flux de chaleur, T2Q sur dt. Flux de chaleur, ça veut dire, donc c'est une vitesse, donc c'est la chaleur par rapport à la variation de la température, divisé par donc, la température, donc la variation de la température, le gradient de la température, donc, dans une direction donnée, d'accord? Donc, c'est le rapport du flux de chaleur, d2q sur dt, qui traverse un barreau, donc qui traverse dans une direction donnée, un barreau au gradient de la température auquel il est soumis, d'accord? Donc, vous avez d2q sur dt, c'est le flux, c'est la variation donc, de chaleur par rapport
donc à la variation de la température, divisé par donc, la température, le gradient de température qui traverse donc, dans une direction donnée, donc ce barreau ou bien ce corps. D'accord? Donc ici, faites attention, il y en a qui vont dire que je vais simplifier. Donc ici, ce sont des dérivés. D'accord? Puisque ce sont des gradients ici de valeur. Donc ce sont des dérivés. Vous ne pouvez pas simplifier directement. D'accord? Donc c'est une fonction d2q sur dt divisée par d2t sur dx. Et donc elle est écrite, donc le coefficient de conductivité thermique, il est écrit lambda. D'accord? Donc les propriétés dans ce cas de lambda, l'expérience a montré que la conductivité thermique des métaux est de 1 à 2 ordres de grandeur plus élevée que celle des solides isolants. D'accord? Donc on sait que pour les solides isolants, donc leur conductivité thermique en général, elle est très faible par rapport aux métaux. Cet ordre de grandeur, c'est de 1 fois jusqu'à 2 fois la valeur des isolants. D'accord? Ça veut dire que les métaux, ils sont plus conducteurs thermiquement que les isolants. Elle dépend aussi de la structure d'un matériau. Elle est plus faible pour un matériau hétérogène, comme le ciment et le bois. D'accord? Donc, si on a un matériau qui est homogène, qui a une structure qui est homogène, donc une répétition donc, en permanence des mêmes atomes, on aura plus de conductivité que pour donc, des matériaux qui sont hétérogènes. D'accord? La conductivité aussi est plus élevée dans les métaux que les substances non métalliques. Elle est également plus grande dans les cristaux que dans les matériaux amorphes. Donc on revient sur la même remarque d'avant, mais on sait que, et je vais le répéter encore une fois, que pour les métaux, donc cette conductivité est plus reliée tout spécialement aux températures, au fait qu'on a donc des électrons qui sont plus libres sur les métaux grâce à la liaison métallique qui existe sur ces métaux. D'accord? Et aussi, donc, elle est plus grande dans le cas des cristaux que dans les matériaux amorphes, bien sûr. Donc, les matériaux amorphes sont, donc, en général, donc, sont figés, sont dans un état relativement désordonné par rapport aux cristaux. C'est pour ça que, donc, de même ici, donc, on a un matériau qui est hétérogène par rapport à un matériau qui est homogène. Donc, la conductivité thermique va être plus élevée dans le cas des cristaux. D'accord? Aussi, donc on continue sur la même idée, la présence d'impuretés dans un solide est un facteur qui tend à diminuer la conductivité thermique. D'accord? Plus il y a d'impuretés, moins il y a de conductivité thermique. D'accord? Donc, de la même manière, le comportement du coefficient de conductivité donc, thermique dans ce cas, en fonction de la température, va dépendre de deux contributions. Une contribution, on a dit, électronique, et une contribution ici, donc vibrationnelle, qui est la contribution des phonons. D'accord? Ici, je vais spécifier qui est due à la vibration des atomes, que ce soit clair. D'accord? Et il y a une contribution qui est donc des électrons. Ça veut dire que... Monsieur, conductivité, oui. monsieur, j'ai une question. Oui. Mais comment les impuretés elle va baisser la conductivité thermique? On est en train d'expliquer ça, d'accord? Ok. La conductivité thermique, on a dit que la conductivité thermique est assurée par quoi? Par une conductivité électronique et une conductivité, par une contribution pardon, électronique et une contribution vibrationnelle. Et on vient de dire que donc, les atomes, donc si les atomes sont du même type, la vibration va être
relativement donc, du même type. Même si donc, les atomes sont différents, ils auront donc des vibrations qui sont, donc pour chaque atome qui est similaire, une vibration qui est similaire, d'accord? Et pour la conductivité, donc la contribution électronique, donc de même. Sinon, si on a des impuretés, ce qu'on va faire, c'est peut-être capter ces électrons par ces impuretés, ou bien avoir une vibration qui va affecter la vibration des autres atomes. D'accord? Donc c'est comme ça que, donc, en rajoutant des impuretés, cela va contribuer à rabaisser donc, la valeur totale de la conductivité thermique. D'accord? Donc la conductivité, le coefficient de conductivité thermique, il est dû à quoi? À une contribution électronique, à une contribution vibrationnelle. Quand on parle de contribution vibrationnelle, je m'excuse, donc je vais revenir sur mon schéma ici, puisqu'on parle de solide, je vais le reprendre. Je vais essayer de faire quelque chose qui soit plus visuel. Donc les électrons, on sait que les électrons, grâce à la température, ce qui va se passer, ils vont se déplacer d'une manière qui est plus rapide. D'accord? Les électrons, ce n'est pas un gros problème au niveau des températures normales et hautes températures. D'accord? On va revenir sur les électrons quand on va parler des basses températures, et c'est ce qui nous intéresse. Donc maintenant, en ce qui concerne la contribution des atomes, on a dit que c'est une contribution qui vient du fait que les atomes vont vibrer sur leur position, donc pour avoir cette conduction thermique. Si on a des impuretés, par exemple, on va rajouter un atome qui sera différent bien sûr, donc je vais mettre une autre couleur. Je vais le mettre en bleu, comme ça. Donc cet atome, il va gêner donc les vibrations. Donc cet atome qui est l'impureté, il va gêner la vibration des autres atomes, d'accord? Il va changer cette amplitude de vibration. D'accord? Au lieu d'avoir la même amplitude, cette amplitude pourrait... Je ne sais pas ce que j'ai fait. Donc, si on a cet atome à ce niveau, il va gêner. Qu'est-ce qui s'est passé? Et lui-même, il va apporter sa vibration, mais il va être gêné par les atomes qui l'entourent. D'accord? Ça veut dire que au niveau de cette valeur totale, la contribution vibrationnelle va diminuer grâce à quoi? À cause de, pas grâce, mais à cause de la présence de ces impuretés. D'accord? Ça sera cette partie qui va diminuer. D'accord? Mais on vient de le voir, on a dit que au niveau des températures normales, les électrons, ce sont les électrons qui auront le plus de conductivité thermique. D'accord? C'est logique. D'accord? C'est ce qu'on voit réellement au niveau, on va dire, macroscopique. D'accord? La contribution des atomes à des températures normales, voire des températures élevées, va être vraiment limitée, elle va être très faible. D'accord? Mais où est-ce que donc va intervenir réellement la contribution des atomes? Elle sera donc aux basses températures. On va voir ça d'une manière donc plus claire. Je vais enlever cette impureté. Je vais enlever ça pour rester sur ce qui est donc correct. Sur avec ce qu'on vient de voir. D'accord? Alors, ce qu'on peut retenir d'ici, c'est que on a une contribution des électrons, une contribution des
atomes grâce à leur vibration et grâce à leur on va dire donc oscillation dans leur position. Dans le cas d'un solide isolant, la contribution des électrons est négligeable. D'accord? Pour un isolant, cette contribution électronique, elle sera négligeable. D'accord? Pour les métaux, elle sera la plus importante. D'accord? À cause de quoi? À cause de la liaison métallique qui a sa particularité où il y a les électrons qui sont donc délocalisés de leur position et ils sont relativement libres. D'accord? Mais dans le cas des solides isolants, ça veut dire que les électrons ils seront figés donc, sur des liaisons bien déterminées dans votre solide. D'accord? En appliquant la thermodynamique statistique, lambda, le coefficient de conductivité thermique, est égal à 1 tiers la chaleur spécifique à volume constant fois la vitesse moyenne des particules fois donc le libre parcours moyen des particules dans ce cas. D'accord? Aux températures donc normales de 25 degrés et au-dessus 25 degrés Celsius, je veux dire. Donc, L sera proportionnelle à 1 sur T. CV et V bar, donc la vitesse moyenne des particules et la chaleur spécifique, seront presque constants. Donc, lambda va être proportionnel à 1 sur T. D'accord? À basse température, CV sera proportionnel à T au cube, comme on l'avait déjà vu donc, dans le cas donc, de la loi de Debye pour les métaux. Donc, elle va être à la puissance, donc CV sera à la puissance 3. Vous vous rappelez que c'est T sur température de Debye au cube. D'accord? Et elle est proportionnelle à l'exponentielle de moins θ, donc la température de Debye divisée par 2T. D'accord? Donc, la conductivité décroît fortement avec la température. D'accord? Bon. Plus la température est basse, plus la conductivité va diminuer. D'accord? Et c'est logique. D'accord? Bon. On avait dit que pour les températures basses, on est en train d'aller à un état qui est ordonné. Un état qui est ordonné où les atomes vont être dans des positions bien déterminées. On avait dit que au niveau de la chaleur, il n'y a pas de chaleur au zéro absolu. D'accord? Donc, on n'aurait aucune vibration. D'accord? On peut voir ça d'une manière plus claire sur notre graphe ici du cuivre. Donc, on a la conductivité thermique du cuivre qui est en watts par mètre Kelvin en fonction de la température. D'accord? Donc, on a un maximum à une température donnée, en dessous duquel, on vient de le voir, aux températures très basses, on a dit que la conductivité devrait diminuer, et au-dessus duquel la conductivité, quand on arrive à des températures qui sont relativement normales, la conductivité va devenir constante, même si elle diminue, elle devient de plus en plus constante. Grâce à quoi? Grâce à la contribution seulement ici du cuivre, la contribution des électrons. D'accord? Donc ici, majoritairement, ça sera une contribution de la vibration des atomes, des phonons et en plus donc des électrons, mais majoritairement ce sera donc pour le maximum des phonons et au-dessus, donc on aura diminution, on aura perte de cet apport à ce niveau et on aura seulement l'apport donc de la conductivité thermique des électrons. D'accord? Bien sûr qu'il y a une valeur relativement qui est constante. D'accord? En dessous de cette valeur maximale où on avait la contribution des vibrationnels, donc vous voyez que plus vous allez vers la température du zéro absolu, plus vous vous rapprochez donc d'une valeur de conductivité qui est zéro. Ça veut dire que à ce moment-là, même les atomes ne peuvent plus vibrer à cause de quoi? Il n'y a plus d'énergie
qui va permettre qu'il n'y ait plus de température, d'énergie, de chaleur qui va permettre cette vibration des atomes. D'accord? Est-ce que c'est clair? J'espère que c'est clair. Sinon, je répète pour qu'on fixe les idées. C'est clair? Est-ce qu'il y a des questions? Alors, même s'il n'y a pas de questions, je vais revenir sur ce qu'on vient de dire pour bien fixer les idées. D'accord? On va reprendre. Lambda, c'est quoi? Lambda, c'est la conductivité thermique. D'accord? On a dit que c'est le flux donc, de chaleur. Ça veut dire que ce sera la quantité de chaleur donc, apportée bien sûr par une variation de température divisée par donc, le gradient de température à travers notre solide, bien sûr, d'une manière dans ce cas, donc, puisque c'est d de x, donc ce sera d'une manière linéaire. D'accord? Donc c'est l'apport de chaleur par variation de température qui va permettre donc à cette quantité de chaleur de traverser donc, le solide dans ce cas. D'accord? Donc c'est conductivité thermique. Vous avez votre... On va mettre un barreau ici. Pourquoi j'ai pris ça? Alors, j'ai besoin d'un cylindre. Voilà, le cylindre. Alors, ce sera le flux, donc d de q sur dt, ce sera cette énergie. D de q sur dt qui va voyager de cette partie dans ce sens, puisque je vais mettre une petite flamme en dessous, puisque je suis en train de chauffer ici la variation de la température. Il est en train d'être effectué à ce niveau, d'accord? Un voyage sur une distance x2 bien sûr avec une variation de température dt causée par quoi? Causée par cette flamme, d'accord? Donc la conductivité thermique, c'est le passage de cette énergie d'ici vers le reste donc, de mon barreau, d'accord? Sans revenir sur les différents cas, on a dit que principalement, on aura deux contributions. Que ce soit pour un isolant, pour un métal, on aura deux contributions. Bien sûr, selon donc, la valeur de cette contribution, on peut avoir une conductivité plus électronique ou bien plus vibrationnelle, d'accord? Alors, on a deux contributions. Une contribution qui est électronique et une contribution qui est vibrationnelle. Ça veut dire une conductivité thermique due aux électrons, due au mouvement des électrons, et une vibrationnelle due au mouvement des atomes dans leur position, d'accord? Et on a dit que donc, pour le cas d'un isolant, lambda E est négligeable. Pour le cas des métaux, à des températures, on a dit, j'ai nommé ici ordinaire, on a la contribution
qui sera plus une contribution électronique dans ce cas. D'accord? À basse température, qu'est-ce qu'on aura? Donc, à basse température, on aura moins de contributions électroniques et plus de contributions vibrationnelles. Ça veut dire que n'importe quelle énergie qui va être fournie donc, à ce niveau, pour des atomes, même si cette valeur donc, elle est très faible, elle va faire vibrer les atomes dans leur position, d'accord, d'une manière ou d'une autre. D'accord? Ça veut dire que dans ce cas, ce qui va prendre le dessus, ce sera les vibrations atomiques, ou ça, on a dit, donc, aux faibles donc, valeurs. D'accord? Mais aux faibles valeurs, si on va en dessous, donc ici, il y a la contribution majoritairement, je vais le mettre, majoritairement, une contribution ça c'est une contribution électronique. Ici, mettre une autre couleur. Ici, électronique plus phonon. S, donc on enlève S. D'accord? Mais ici, sur la dernière partie, la contribution elle sera due au phonon, donc vibrationnel. C'est la même chose. Je vais mettre vibre pour gagner du temps. D'accord? Et on a dit que plus on descend en température, plus les vibrations donc, vont diminuer puisque l'énergie qu'on est en train de fournir devient de moins en moins prononcée, jusqu'à arriver à un certain moment où on aura nos atomes qui seront figés à cause de quoi? À cause de l'arrivée à la température absolue du 0 Kelvin. D'accord? Au fur et à mesure qu'on descend la température, ces vibrations vont diminuer jusqu'à figer nos atomes dans leur position. D'accord? Donc, plus on augmente la température, du 0 jusqu'à 50 Kelvin, même si la température est très basse, ça veut dire qu'il y a un minimum de chaleur qui va faire vibrer donc, les atomes. Mais les électrons ne vont pas être, on va dire, ou ne vont pas être, comment je vais le dire, on ne va pas faire bouger suffisamment les électrons pour avoir donc une conductivité qui est thermique donc prononcée à ce niveau de la courbe, la partie en violet. D'accord? Cette contribution des électrons ne va apparaître qu'après ce maximum. D'accord? Et au-dessus, les électrons vont prendre le dessus sur les vibrations des atomes et la conductivité donc, va être complètement électronique donc, sur cette partie de la courbe. D'accord? Donc, en tenant compte de tous les processus de diffusion dans le solide cristallin, on trouve l'expression générale suivante. Donc, lambda est égal à 1 sur AT. Donc, A, c'est une constante exponentielle de moins θ sur de t plus 1 sur B fois L fois T au cube. B, c'est une autre constante et L, c'est un facteur, dit facteur de Lorentz. Pardon, ici, L, c'est la plus petite distance du matériau. Donc, la plus petite distance donc, entre les atomes du matériau. D'accord? Donc, dans les métaux purs et les semi-conducteurs, ce sont les électrons qui jouent un rôle prédominant dans le mécanisme de transfert de la chaleur. Donc, vous voyez qu'ici, je confirme que les électrons, pour les métaux et les semi-conducteurs, ce sont les électrons qui jouent le rôle le plus prédominant dans le transfert de chaleur. Dans les alliages désordonnés, en revanche, l'état désordonné limite le libre parcours moyen des électrons
et des phonons. Il faut tenir compte des deux modes de transport de la chaleur par les phonons et des électrons. D'accord? Et lambda donc, peut être écrite dans le cas des métaux. Ici, lambda est égal à pi au carré sur 3. N, c'est la densité d'énergie de Fermi. K, c'est la constante de Boltzmann au carré, fois la température. Ici, L, c'est le facteur de Lorentz, divisé par la masse des électrons, fois, donc ici, la vitesse à la surface donc, de Fermi. D'accord? Donc, grosso modo, donc, d'une manière statistique, on peut retrouver la conductivité thermique. D'accord? Donc, la conductivité thermique, d'une manière macroscopique, elle peut être mesurée. Maintenant, si on parle de température donc, très basse, à ce moment-là, on a besoin de quoi? On a besoin de la thermodynamique statistique pour retrouver la conductivité thermique dans ce cas. Et cette conductivité, elle est donc très importante. Conductivité thermique vibrationnelle, elle est très importante pour retrouver la conductivité thermique de tout le matériau. D'accord? Donc, je crois que je vais m'arrêter ici pour l'instant. Je vais vous donner dans 15 minutes pour un petit peu digérer toutes les formules qu'on vient de voir. Mais grosso modo, ce qu'on est en train de faire pour un petit peu vous mettre donc, dans l'image, c'est qu'on est en train d'essayer d'analyser tout ce qui est donc, grandeur thermodynamique, caractéristiques des solides, tout spécialement au niveau des basses températures. D'accord? Parce qu'à haute température, donc on sait que, pas à haute température, mais à température ambiante jusqu'à haute température, on sait que macroscopiquement, il est facile d'expliquer ce qui se passe. D'accord? Mais au niveau donc, des températures basses, il faut utiliser la thermodynamique statistique. Bien sûr, je ne suis pas rentré dans les détails des calculs, mais grosso modo, donc juste pour voir un petit peu les différentes formules qui peuvent donc être retrouvées au niveau statistique en introduisant tout ce qui est donc électron plus tout ce qui est donc atomique, microscopique dans ce cas. D'accord? Je vais vous donner 15 minutes pour vous reposer et on va reprendre donc à 10 heures, on va dire 55, 53 plus ou moins. D'accord? D'accord.